Bonjour à toutes et à tous. Pour cette rentrée, j'ai préparé une vidéo afin que vous puissiez prendre en note le cours. Cela nous permettra de ne pas prendre trop de retard sur le programme. Vous avez donc besoin d'avoir sous la main votre cahier, partie histoire, puisque je vous indiquerai au fur et à mesure de la vidéo les titres, les problématiques, bilans, etc. Si vous avez le manuel avec vous, vous pouvez également le prendre, puisqu'il peut m'arriver de faire référence à certains documents présents dedans. Votre travail pour cette semaine, il est très simple. Écoutez la vidéo, recopiez le cours dans votre cahier à la suite, le dernier chapitre d'histoire étant le chapitre 4 sur la France dans la Seconde Guerre mondiale. Donc il n'y aura pas de quiz cette semaine, par contre, la semaine prochaine, en classe, je vérifierai que le cours est bien recopié à la suite de votre cahier. Sur une nouvelle page de votre cahier, partie Histoire, vous pouvez noter chapitre 6, un monde bipolaire au temps de la guerre froide, en rouge, sans oublier de souligner donc ce titre. Pour plus de facilité, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour avoir le temps de recopier. J'utilise le code couleur habituel, donc rouge, bleu, noir et vert. Dès que vous voyez ces couleurs, ça veut dire qu'il faut les noter. Vous pouvez laisser une demi-page à la suite pour coller la fiche objectif que je vous distribuerai la semaine prochaine. Je vais la mettre aussi en pièce jointe dans l'espace des classes pour celles et ceux qui voudraient l'imprimer et la coller tout de suite. Alors on commence avec donc le manuel page 154 pour ceux qui l'ont. Deux questions que l'on peut se poser déjà pour commencer ce chapitre. Quel est le contexte en 1945 et qui sont les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale? Donc le contexte, vous vous rappelez, c'est l'ensemble des événements qui vont expliquer quelque chose. Donc là, du coup, 1945, le monde sort de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale est terminée, et nous avons deux grandes puissances qui vont émerger, qui vont apparaître, et ces deux grandes puissances vont devenir adversaires. Après être alliées, elles vont devenir ennemies. Ces deux grandes puissances, vous pouvez les reconnaître sur cette photo. Donc cette photo, elle a été prise lors de la conférence de Yalta en février 1945. Donc ici, à droite, j'espère que vous reconnaissez Staline. Peut-être que vous reconnaissez à gauche Churchill, donc qui est le Premier ministre du Royaume-Uni à cette époque-là. Et puis au milieu, Roosevelt. Alors Roosevelt, en février 1945, il lui reste pas beaucoup de temps à vivre puisqu'il décède en avril 1945, donc quelques mois après, et il est remplacé par Truman. Donc il faut quand même connaître cette figure qui est une grande figure de la Deuxième Guerre mondiale, qui est celui qui va faire le lien avec du coup la suite lors de la conférence de Yalta, et puis tout de suite donc Truman qu'il faut aussi connaître. La conférence de Yalta, justement, c'est un événement à connaître. Sur une frise chronologique, il faut être capable de le placer, de le positionner. Donc j'insiste bien dessus. Yalta, c'est une ville qui se trouve en Crimée. Alors la Crimée, ça se situe ici. Donc c'est une petite péninsule dans la mer Noire qui appartient à cette époque-là à l'URSS. Aujourd'hui, donc ça, c'est une bordure, c'est en Ukraine. Il y a eu encore d'ailleurs des tensions récemment dans cette zone-là. Donc lors de cette conférence, les vainqueurs s'accordent sur l'occupation de l'Allemagne, qui va être divisée en plusieurs zones d'occupation. Il faut retenir bien cette information, puisqu'elle va être cruciale pour la suite. Ça va être une des crises importantes de cette période-là. Cette carte-là, on reviendra dessus plus tard. Elle est dans votre manuel, je crois, page 151. Donc là, vous voyez bien qu'il y a deux blocs qui sont en train de se former, mais on va revenir dessus juste après. Lors de la conférence de Yalta, donc premier élément, c'est la division de l'Allemagne en zones d'occupation et aussi la création de l'ONU. L'accord entre les deux grandes puissances est de courte durée puisque entre 1947, donc juste 2 ans après la conférence de Yalta, et 1991, les États-Unis et l'URSS s'affrontent d'une manière assez particulière, comme vous pouvez le voir sur cette caricature. Donc cette caricature, elle a été réalisée par Leslie Illingworth et publiée donc dans le journal britannique le Daily Mail en 1948. Le nom de la caricature, c'est Duel à tête d'épingle. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une épingle, c'est ça. Voilà, ne me remerciez pas.
Du coup, bah, vous l'avez compris, c'est vraiment deux petits objets c'est des armes, hein, ça pique quand même, mais c'est vraiment tout petit et puis ça va pas faire non plus des dégâts très très importants. Par contre, sur la caricature, vous pouvez observer bah, que les deux adversaires en présence, alors je vais prendre mon pointeur. Donc les deux adversaires en présence sont munis, sont armés de redoutables petites épingles, mais surtout ils sont quand même accoutrés avec des casques pour les deux et du matériel de guerre, et notamment ici une arme très impressionnante, très inquiétante même. Vous arrivez à lire Atom, qui vous fait penser à atomique, donc il s'agit bien sûr de la bombe atomique, dont les deux disposent. On ne l'a pas de ce côté-là, mais l'URSS en 1949, donc en fait c'est pour ça que je suis en train de réaliser pourquoi est-ce que c'est pas représenté sur ce côté. La caricature est en 1948 et l'URSS va obtenir la bombe atomique en 1949. Donc bah du coup le caricaturiste ne pouvait pas la représenter, mais il faut savoir quand même que pendant la guerre froide, pardon, les deux grands disposent de cette arme redoutable. À gauche, vous avez Truman. Truman étant le président des États-Unis qui succède à Roosevelt, comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque Franklin Delano Roosevelt décède en avril 1945. Du coup, bah, Truman prend la suite jusqu'en 1953. Et ici, vous reconnaissez, j'espère, les traits de Staline, Joseph Staline. Et à ses pieds, vous avez donc un écriteau, un panneau qui vous indique que les deux adversaires sont dans la ville de Berlin. On voit que la ville est un petit peu voilà en fumante, les gens s'enfuient, les bâtiments sont en ruine, donc on voit bien là qu'on a un théâtre de guerre qui fait le lien avec 1945, hein, le bombardement de la ville, puis la capitulation de l'Allemagne. Et en fait, c'est symbolique puisque la ville de Berlin va abriter justement, va être le théâtre d'un certain nombre de conflits type guerre froide. Donc, ils vont voir s'affronter le bloc derrière les États-Unis et le bloc derrière l'URSS. Donc, on va les analyser plus précisément au cours de la leçon. Hein, je ne vais pas commencer à les détailler ici. Pour résumer, donc, ce qu'on appelle la guerre froide, c'est en fait une guerre de menace permanente. Donc symbolisée par ces petites épingles qui ont l'air inoffensives en fait. Il n'y a pas vraiment de combat direct entre les deux, mais vous allez avoir des conflits qui indirectement vont être un petit peu contrôlés par les deux grands. Donc les deux puissances vont se battre, mais froidement pour devenir la seule et unique grande puissance mondiale. Elles vont utiliser des conflits qui vont éclater un petit peu partout sur la Terre, sur la planète, pour soutenir tel et tel adversaire. Les États-Unis et donc l'URSS se livrent à une guerre idéologique et culturelle. Ils vont former chacun deux blocs, et donc c'est une guerre d'opinion et d'information pour avec l'objectif d'affirmer à chacun leur puissance. Du bleu, du noir, du rouge, du noir, vous l'avez compris, c'est la trace écrite. Vous pouvez donc noter cette petite introduction. Vous mettez pause, puisque moi je vais continuer la suite de la vidéo, pour éviter qu'elle soit trop lourde après à télécharger. Et donc je vais commencer à vous parler de la création de l'ONU, appelée aussi ONU. Est-ce que vous reconnaissez ce bâtiment à gauche ou cette salle assez célèbre, pour ne pas dire très célèbre, en bas à droite? Donc vous l'avez compris, il s'agit du siège de l'Organisation des Nations Unies qui a vu le jour en 1945. Ce bâtiment est basé dans la ville de New York et a été inauguré en 1951. Pour la petite anecdote, c'est un territoire qui est considéré comme international. Enfin qui est même international tout court. Lorsque vous pénétrez à l'intérieur, ça veut dire tout simplement que vous n'êtes plus sur le sol américain, alors que ça se trouve à New York, mais donc vous êtes sur un espace international qui n'appartient à personne, ou alors qui appartient à tout le monde, ça dépend du point de vue que vous prenez.
En bas à droite, c'est la salle de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc en fait, c'est l'endroit où tous les représentants des différents pays qui participent à l'ONU se rassemblent pour discuter de d'idées, de grandes idées, de textes, éventuellement de conflits ou de situations à problème dans le monde. Autre document, la Charte des Nations unies. Quelques extraits, puisque la charte serait évidemment beaucoup plus grande. Donc les buts des Nations unies sont les suivants. Premier but, maintenir la paix et la sécurité internationale, et à cette fin prendre des mesures collectives, efficaces, en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de paix. Ça, c'est vraiment le premier but que les Nations unies vont avoir, c'est-à-dire maintenir la paix, éviter un retour d'un conflit mondial tel que la Seconde Guerre mondiale, voire la Première Guerre. Deuxième but, développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait les peuples ont des droits, ils sont tous égaux, il n'y a pas un peuple supérieur à un autre, donc ça c'est quand même important, surtout après la Deuxième Guerre mondiale et le génocide qui en a découlé. Et ces peuples, donc ils sont tous égaux, et ils ont le droit de disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire que les peuples ne doivent pas être dirigés, gouvernés par d'autres peuples qui se considéraient comme supérieurs. Ce point-là, il est important puisque ça va être un des points de divergence entre les États-Unis et l'URSS, puisque les États-Unis vont partir de ce principe-là et vont vouloir du coup le développer un petit peu partout. Et l'URSS, elle, est plutôt quand même tournée vers une idéologie un petit peu différente, avec du coup des territoires occupés qui ne sont pas forcément de même origine, et pourtant l'URSS va essayer d'en tirer profit. Donc le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça correspond pas trop à ce que Staline avait comme vision. Un troisième but, réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vous remarquez, réaliser la coopération internationale, on fera bien attention de plus trop utiliser le terme collaboration. On aurait pu dire réaliser la collaboration internationale, pardon. Mais suite à la Deuxième Guerre mondiale, le terme de collaboration ne va pas forcément être très à la mode. Donc respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est aussi un des buts, donc sans distinction de race, de sexe, de langue ou d'origine, exit le racisme. Et pareil, là on va être pas forcément en accord avec ce que va promouvoir l'URSS sur son territoire. Donc ça va être aussi un des motifs du coup de contestation. Vous avez une affiche ici représentant les Nations Unies. Cette affiche a été réalisée par Henri Eveleg en 1948. Alors, il y a un certain nombre d'idéaux qui sortent de cette affiche. Tout d'abord, on a l'égalité. Donc l'égalité, je ne sais pas si vous voyez, à votre avis, qu'est-ce qui représente l'égalité? Comment est-ce que l'auteur de l'affiche a voulu représenter l'égalité? Je vous laisse un petit peu réfléchir. N'hésitez pas à mettre pause quand vous voulez réfléchir à des questions que je vous pose, évidemment. Donc en fait, c'est le fait que les petites feuilles soient toutes identiques. D'accord? Il n'y a pas une grosse feuille et des petites feuilles. Non. Si vous regardez, elles ont vraiment toutes la même superficie. Bon, je suis pas allée jusqu'à calculer de point de vue mathématique l'aire de chacune la superficie de chacune de ces feuilles. Vous pouvez le faire si ça vous amuse. Mais en tout cas, on voit clairement à l'œil que elles sont similaires et elles symbolisent chacune un pays. D'accord? Là aussi, vous pouvez vous amuser à essayer de reconnaître tous les petits drapeaux que vous voyez. Donc par exemple, vous avez la Grande-Bretagne ici, vous avez les États-Unis ici, l'URSS ici. Oui, je sais, j'ai choisi pas forcément les plus durs. Ensuite, vous avez la liberté,
puisque c'est un arbre, et l'arbre c'est un symbole de liberté. On peut faire référence par exemple à la Révolution française, où les Français avaient planté des arbres de la liberté, hein, entre guillemets, c'était le nom qu'on avait donné à ces arbres. Voilà, donc ça c'est une symbolique assez classique, hein, l'arbre comme étant la liberté. La sécurité aussi. Alors ça, la sécurité, c'est représenté par la main qui va soulever la motte de terre, pardon, qui va soulever la motte de terre. Donc l'idée finalement que la main va protéger ce petit arbre là qui va grandir. Et puis l'idée de croissance aussi, puisque bah, l'arbre, quand il va être mis en terre, il va pas rester comme ça, en fait il va grandir, croître, se développer, devenir de plus en plus robuste. Et cela uniquement évidemment s'il est dans un environnement sain et propice à son développement. Certaines analyses poussent jusqu'à dire que les deux mains ici représentées symboliseraient les deux grandes puissances, donc l'URSS et les États-Unis. Bon, voilà, après, hein, c'est comme toute analyse, à partir du moment où on les argumente, elles sont plus ou moins valables. Bon, voilà. Vous pouvez noter ces informations importantes sur la création de l'ONU. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés créent l'ONU dans le but de prévenir tout nouveau conflit. Donc prévenir, ça veut dire anticiper en fait l'arrivée d'un conflit et l'empêcher. L'ONU se compose d'une assemblée générale qui a un rôle consultatif, tous les pays sont membres. C'était la salle que vous avez vue tout à l'heure en photo. D'un conseil de sécurité qui décide des interventions, 15 pays membres dont 5 membres fondateurs qui ont un droit de veto, je vais vous en parler juste après. Et des agences spécialisées, comme l'UNICEF, qui va s'occuper du droit des enfants. Cependant, l'ONU est bloquée par les relations tendues entre les États-Unis et l'URSS pendant toute la période appelée la guerre froide. Vous pouvez mettre pause pour avoir le temps d'écrire. Les institutions de l'ONU. Donc vous avez un secrétaire général, c'est en fait celui qui va chapeauter un petit peu toutes les assemblées générales, les discussions. L'Assemblée générale, elle est constituée de 193 États membres. Un État égale une voix, selon le principe d'égalité. Le Conseil de sécurité va réunir, donc on a dit 15 membres. Vous avez 5 membres permanents qui seront là tout le temps, qui ne bougeront pas. Vous avez la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Et ils ont un droit de veto, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent bloquer une résolution. D'accord, s'il y a une discussion et qu'il y a un des États membres permanents qui n'est pas d'accord, il va dire hop, droit de veto, et la discussion s'arrête, c'est terminé, on n'en parle plus. Et vous allez avoir 10 membres non permanents qui sont élus pour 2 ans, et donc ils vont du coup par définition tourner, changer tous les 2 ans. Vous avez des institutions spécialisées comme l'UNICEF, l'UNESCO pour les plus connus, l'OMS pour la santé, l'OMC pour le commerce, le FMI pour la monnaie. Vous allez avoir une sorte de bras armé, même si c'est pas tellement comme ça qu'il faut le comprendre, mais en fait les casques bleus ça va être des militaires hein, quand même, mais qui sont là pour assurer le maintien de la paix et réaliser des missions humanitaires. Donc logiquement leur présence n'est pas comment dire, n'est pas pour attaquer ou pour défendre un territoire, mais pour apporter la paix ou de l'aide humanitaire à différentes zones en conflit. Vous avez ensuite la Cour de justice internationale, la Cour pénale internationale et un Conseil économique et social. Donc en fait toutes les questions de justice, questions économiques, questions sociales peuvent trouver une réponse au sein de l'ONU. Deuxième sous-partie, grand B, le rideau de fer, la rupture. Pour celles et ceux qui avaient récupéré leur manuel avant de partir, vous pouvez le prendre page 151, page 151. Les deux questions qu'on va se poser, à quoi correspondent les 3 couleurs que l'on peut voir sur la carte, et repérer où se situe le rideau de fer, de quoi s'agit-il. Vous avez d'abord une grande carte avec le monde. Vous avez une vue polaire, c'est-à-dire qu'en fait la vue est orientée à partir du pôle nord, c'est pour ça que les continents sont un petit peu bizarres. Qu'ils ont cette forme inhabituelle, c'est-à-dire qu'en fait on a une vue
à partir du pôle Nord ici. Ce qui nous permet en fait de voir la totalité des pays et surtout la proximité. C'est-à-dire que nous, avec la projection habituelle qu'on a européano-centrée, c'est-à-dire centrée sur l'Europe, bah, très souvent les États-Unis sont à gauche, à l'ouest, et l'URSS est à l'est, donc à droite. Et on a l'impression qu'ils sont très loin les uns l'un de l'autre, puisque bah, du coup carrément à l'opposé. Sauf qu'en fait, bah, vous n'êtes pas sans savoir que la Terre est ronde. J'espère que je ne vous l'apprends pas. Et donc en fait, bah, les États-Unis et l'URSS sont voisins, c'est-à-dire qu'ils sont tout proches, euh, avec le détroit de Bering qui se trouve ici. Euh, et donc vous avez l'Alaska et puis un petit bout de la Sibérie qui se font face. Alors les trois couleurs que nous voyons, les États-Unis sont en bleu avec leur petit drapeau, l'URSS est en rouge avec leur petit drapeau, et on voit en fait que se dessinent deux blocs, c'est-à-dire deux ensembles de pays. Donc les bleus ici, ici, et les rouges ici. Et puis on a une autre couleur, là, du beige, une couleur qui est censée être plutôt neutre. C'est les pays qu'on va appeler les non-alignés, ceux qui ne vont pas choisir, qui vont soit faire le choix de refuser de choisir, soit qui vont pas avoir l'opportunité de choisir. Et donc ils ne veulent pas être ni dans le bloc de l'Ouest, ni dans le bloc de l'Est. Donc pas dans le bloc des États-Unis, ni dans le bloc de l'URSS. La petite carte que vous voyez en dessous zoome sur l'Europe. Et on peut voir plus précisément ce qu'on entend par le rideau de fer. Si vous regardez dans la légende, l'Europe divisée, et vous avez un trait noir appelé rideau de fer. Donc en fait, le rideau de fer, ça va être cette idée qu'il y a une séparation concrète entre le bloc des États-Unis, symbolisé par des pays qui sont sympathisants, qui sont amis, on va dire, avec les États-Unis, et un bloc de l'Est autour de l'URSS, ici en rouge. Vous pouvez noter, en 1947, le monde se divise en deux blocs. Le bloc de l'Ouest autour des États-Unis, le bloc de l'Est autour de l'URSS, qu'on peut appeler aussi les soviétiques. Le rideau de fer est la frontière fortifiée entre ces deux blocs. Il y a des guillemets à rideau de fer puisque c'est une citation empruntée à Winston Churchill en 1946, qui est le premier à avoir parlé de ce rideau de fer qui coupe l'Europe en deux. Ici vous avez une photo qui montre la construction du mur de Berlin, elle qui intervient en août 1961, donc quand même beaucoup plus tard, mais qui participe de cette idée de rideau de fer concrètement avec une séparation physique entre les deux espaces. Page 150, vous avez un petit tableau que je vous donnerai la semaine prochaine, donc vous pourrez le coller dans votre cahier. Ce petit tableau, il a pour objectif de vous rappeler les éléments les plus importants à connaître. Donc pour le bloc américain, vous avez le pays principal, les États-Unis, l'idéologie étant le capitalisme et le libéralisme, donc liberté, mais aussi le capitalisme, c'est l'idée d'individualisme, de liberté d'entreprise, de faire ce que l'on veut, mais dans tous les domaines, autant économiques, commerciaux que social, etc. Une alliance militaire, c'est-à-dire qu'en fait les pays qui vont faire partie du bloc américain vont être adhérents à l'OTAN, donc l'organisation du traité Atlantique Nord, qui va permettre en fait aux pays adhérents d'accueillir des bases américaines. Vous avez une organisation économique, le plan Marshall, qui va permettre donc d'aider financièrement les pays à se reconstruire après la guerre. Et les États alliés, donc le Royaume-Uni, la France, la RFA, on reviendra dessus plus tard, et puis beaucoup d'autres comme vous avez vu sur la carte. D'un autre côté, vous avez le bloc soviétique autour de l'URSS, vous reconnaissez aussi le drapeau, pardon. L'idéologie dominante, le communisme. Je reviens pas dessus, on en a beaucoup parlé déjà depuis le début de l'année.
Ils vont aussi avoir une alliance militaire sur le même principe que l'OTAN, donc c'est le pacte de Varsovie, qu'il faut connaître aussi. Dans la fiche objectif, je vous mettrai un rappel de ce que c'est que l'OTAN, le pacte de Varsovie, le plan Marshall. Ils ont aussi une organisation économique, le Conseil d'assistance économique mutuelle. Et puis vous avez quelques exemples d'États alliés comme la Pologne, la Hongrie, la RDA, et puis beaucoup d'autres comme vous le voyez sur la carte. Vous pouvez maintenant noter en rouge, grand 2, les crises de la guerre froide, grand A, Berlin et l'Allemagne en 1945. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, ça fait à peu près 25 minutes d'enregistrement, donc je pense que c'est suffisant pour cette semaine. Vous avez largement de quoi écrire dans votre cahier. À partir de la semaine prochaine, donc quand on se revoit, je commencerai mon cours à partir de ce grand 2. Donc j'estime que le grand 1, les deux sous-parties que l'on vient de voir, sont écrites dans le cahier et sont maîtrisées, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas vous avez été familiarisé avec ces notions. Je ferai peut-être une petite introduction voilà, pour insister sur les choses principales qu'il fallait retenir dans le grand 1, mais j'enchaînerai le cours sur le grand 2. D'accord ? Voilà, donc n'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo, à bien recopier tout ce qu'il fallait, et évidemment à me poser des questions sur Arsène 76 s'il y a besoin, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, ou s'il y a des problèmes dans la vidéo que je n'aurais pas vues au préalable. Voilà.